Donc, bonjour Monsieur Kaplan. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'accueillir aujourd'hui l'équipe en charge de la chaîne YouTube du MBA e-business de l'ESG. J'ai un parcours d'ingénieur, 17 ans chez Dassault Systèmes, éditeur logiciel, au terme desquels j'ai mis en place une très grosse structure collaborative au sein de Dassault, donc une plateforme collaborative qui m'a donné l'idée de créer une agence qui allait promouvoir l'utilisation des plateformes collaboratives et des médias sociaux au sein des entreprises françaises. Donc l'agence a été créée en janvier 2008, elle s'appelait Blog Angels, Oui. et elle est devenue Be Angels à l'été 2012 à peu près. Alors le point principal, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'utilisation des médias sociaux procède d'une conduite du changement. Ça impose un changement des mentalités, un changement des process, un changement des outils, parfois des équipes, des formations relativement lourdes. Bref, une entreprise ne part pas sur l'univers des médias sociaux comme ça, la fleur au fusil, en déléguant cette responsabilité à un community manager choisi au hasard. C'est un investissement qui peut être lourd, surtout pour des marques qui ont une visibilité, une notoriété internationale, qui peuvent être exposées. C'est un sujet en tout cas qui relève de la réputation en ligne de la marque. C'est un sujet qui requiert la maîtrise d'une grande variété d'outils, que ce soit des réseaux sociaux professionnels ou non professionnels, des sites de partage, des blogs, etc. Bref, les entreprises ne vont pas de manière simple et naturelle comme cela, en un claquement de doigts, sur les médias sociaux. Mediaïcis est une association qui a été créée par Yann Gorenek et moi en 2009, dont le but est de démontrer qu'il y a une vraie histoire d'amour entre les médias sociaux et les entreprises. En 2009, c'était assez visionnaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de preuves que notre message était anticiper la réalité. Donc la vocation de l'association, c'est de promouvoir les usages des médias sociaux au sein des entreprises. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Catherine qui, en 2011, m'a demandé si nous serions intéressés à devenir partenaire d'un événement, d'un prix, qui déjà s'appelait les Social Media Awards, et dont le but était bien de récompenser les entreprises qui avaient eu les approches les plus dignes d'intérêt sur l'utilisation des médias sociaux en entreprise. Donc j'ai bien entendu indiqué que j'étais intéressé à double titre, aussi bien au titre de cofondateur de Mediaïcis qu'au titre directeur général de Be Angels. Et c'est à ce dernier titre d'ailleurs que nous fournissons la plateforme technologique qui permet à l'équipe des Social Media Awards de faire sa première présélection. Le mode de fonctionnement des Social Media Awards est assez particulier. Hein. Il y a deux listes d'entreprises, une liste de grands comptes et une liste de PME dites innovantes, performantes, et deux listes de prix dans chaque catégorie. Ce qu'on effectue pour les Social Media Awards, c'est un travail de collecte d'informations, de classification, qui permet ensuite au jury de travailler sur une première shortlist d'une vingtaine d'entreprises qui se distinguent par des niveaux d'activité, par des niveaux d'engagement, par une présence significative par rapport aux autres entreprises de cette liste. Alors, je vous rassure, il y a de tout. Il y a des entreprises qui sont quasiment inexistantes, bien qu'elles fassent partie de ces classements, et des entreprises qui sont extrêmement dynamiques et qui se démarquent chaque année. Cette plateforme, lors de l'édition 2012, s'est appuyée sur trois familles de critères. Des critères en provenance de Facebook, de Twitter et de YouTube, qui a été le premier jeu de données sur lequel nous avons décidé de nous appuyer. À l'avenir, on souhaite intégrer d'autres plateformes, bien entendu, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google+, Dailymotion et autres. L'idée étant d'avoir un noyau dur qui s'étende au fur et à mesure par adjonction d'extensions complètement personnalisables. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on collecte un tas d'informations. On collecte des informations qui concernent les pages, les comptes, les profils des entreprises sur ces différentes plateformes. Alors pour certaines entreprises, il n'y a qu'une seule page ou un seul compte par plateforme. Pour d'autres, il peut y avoir plusieurs pages sur telle plateforme et aucune sur une autre.
à nous d'être suffisamment en alerte pour identifier les pages qu'il faut intégrer et qu'il faut prendre en compte dans le système de classement. On se base sur un classement d'entreprises françaises ou d'entreprises étrangères ayant une représentation en France et sur des contenus quasi exclusivement en français. À partir du moment où je parle de telle ou telle marque, que sa page Facebook existe ou non, que son compte Twitter existe ou non, à un moment donné, je vais en parler. Et donc, je vais créer un contenu, et nous sommes des millions, des dizaines de millions à créer du contenu autour de ces marques. Alors, dans certains cas, c'est un contenu positif, dans certains cas, c'est un contenu négatif, et dans d'autres cas, un contenu neutre. Quand c'est positif, on va être très content, et on pourrait très bien considérer que les gens qui publient des contenus positifs sont finalement des ambassadeurs de la marque, sur lesquels on pourrait s'appuyer, par exemple, pour lancer de nouveaux produits ou pour obtenir des informations sur l'évolution des produits ou des services actuels. Le contenu neutre, un contenu neutre, finalement, c'est un contenu qui est mi figue mi raisin. Donc peut-être qu'on pourrait s'intéresser aux consommateurs qui ont émis des contenus neutres pour comprendre comment on pourrait améliorer la qualité des services. Et puis ceux qui émettent un contenu négatif, ce sont des clients qu'on est en train de perdre, qu'on a peut-être déjà perdus. Et les bonnes marques sont celles qui mettent en place les bons process pour aller récupérer ces clients et les empêcher d'aller chez les concurrents. Lorsque un acteur du tourisme ou un acteur de la vente à distance fait de la veille sur les médias sociaux pour aller interagir avec les gens qui ont eu une expérience négative et essayer de réparer l'erreur, qui parfois s'est faite au détriment de process qui ont été mis en place. Hein. Il ne faut pas se leurrer, l'entreprise est humaine. Oui. Et l'erreur au sein de l'entreprise arrive. Oui. Donc parfois, c'est le bon sens d'aller corriger ce qui s'est mal passé. Eh bien, on a l'opportunité dans ce cas-là de récupérer un client, et un client récupéré en vaut 10 satisfaits. Oui. Je pense que le prix de Leroy Merlin l'année dernière était amplement mérité. Oui. C'est clair. Je pense que la grande surprise est venue de Charlotte Lingerie, qui a gagné sur 2 prix d'ailleurs. Ils ont une démarche qui est très intéressante, qui est très originale. C'est une présence implicite sur ces plateformes. On n'en parle pas beaucoup, mais moi j'apprécie ces entreprises qui sont là et qui, sans se taper sur la poitrine en disant on est les plus beaux et les plus forts, font quand même des choses remarquables. Puis après, eh bien, ce qui est assez déroutant, c'est que finalement on a quand même primé des entreprises qui avaient investi des budgets médias relativement importants, pas seulement en community management, mais aussi en acquisition de trafic. Oui. J'attends de voir les résultats cette année. Est-ce qu'on aura réussi à rééquilibrer entre l'engagement, la présence, et puis l'aspect purement publicitaire de la présence sur les médias sociaux. Je pense qu'il y a plus de maturité dans la mise en place des stratégies digitales ou médias sociaux. On n'est plus au niveau de 2010 où on se dit tiens, je vais créer une page Facebook, c'est génial. Je vais lancer un jeu de recrutement, c'est génial. Je vais investir, engloutir même une quantité abominable de budget publicitaire, c'est génial. Non, il n'y a rien de génial là-dedans. On est redevenu sage et on pense désormais de plus en plus en termes de ROI, de retour sur investissement, d'utilité finalement de cette présence sur les médias sociaux. Ce qui fait que certaines marques ont fermé leurs espaces, d'autres marques ont décidé d'y aller, mais d'y aller de manière beaucoup plus sage en s'inspirant de ce qui a été fait et en n'effectuant pas les mêmes erreurs qui ont été commises par les pionniers. D'où l'intérêt finalement des process mis en place par Mediasis. Mediasis, je pense, a permis quelque part de structurer la demande, de structurer le marché sur l'utilisation des médias sociaux d'entreprise. Par la dizaine de conférences qu'on a effectuées ces 3 dernières années, par l'éventail très riche des entreprises qui sont venues participer à nos événements, de France Télévisions à IBM, en passant par la Société Générale ou Alcatel-Lucent, par la diversité des sujets qu'on a adressés, du blues du community management aux social media guidelines, ou comme on l'a fait ce mardi autour des boss qui tweetent ou qui ne tweetent pas. Oui.
On est là justement pour creuser ces sujets-là et aider les entreprises qui se posent ces questions à trouver des éléments de réponse. Peut-être pas les bonnes réponses, mais une base de réflexion suffisante. Moi, il y a une marque qui me semble-t-il, a fait des choses très bien. C'est Castorama. Ouais. Castorama, au travers de la bibliothèque très riche de guides d'utilisation de leurs produits là, sous format vidéo, a montré comment on pouvait utiliser YouTube de manière complètement désacralisée, de manière très simple, qui soit utile finalement aux gens qui allaient consulter les vidéos. On n'est pas sur de la présence pour occuper, c'était pas du loisir, c'est vraiment de l'utile, du pratique. Et quand c'est utile et pratique, ça marche. Parce qu'on peut le recommander à ses amis ou à d'autres personnes qui se posent des questions. C'est pas du storytelling, en fait, c'est vraiment... Exactement, on n'est pas sur ce... Ça ne veut pas dire que le storytelling ne soit pas pratique. Le storytelling est très intéressant dans le cadre de la construction d'une légitimité ou d'une autorité de la marque. Mais dans le cas de Castorama, le storytelling n'a vraisemblablement rien apporté. Ce qu'on attend de cette marque-là, en tout cas ce que ses clients attendent de cette marque, c'est la manière d'utiliser au mieux les produits. Et je pense que de nombreuses marques auraient intérêt à s'inspirer de cette approche-là, sortir du storytelling pour aller vers plus de vie pratique, rendre service à leurs clients. C'est pas facile parce que ça veut dire être prêt à s'exposer dans le cas où le produit est défectueux ou ne marche pas. Il faut accepter de prendre des coups de temps en temps parce que ça permettra au final d'améliorer l'offre, d'améliorer les produits et donc d'améliorer la notoriété de la marque. Il faut savoir donner pour recevoir. Voilà, exactement. Mais écoutez, donc l'interview est maintenant terminée. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et nous retrouvons jeudi pour connaître les résultats de la deuxième édition qui seront live tweetés. Génial, merci beaucoup.